74%, l'arachide 22%, le sucre 72%, la viande 75%, le poisson 77%, les fruits 52%, les légumes 13%. Un autre paradoxe apparaît au grand jour. Pendant ces 27 dernières années, la consommation est restée largement supérieure à la demande intérieure. Et au regard du déficit alimentaire financé réellement par la Banque du Zaïre, il en ressort ceci. Pour le riz, le pays avait besoin pour combler son déficit pendant ces 27 ans de 16 millions de tonnes. Nous en avons importé 29 millions. Où sont partis les 13 millions autres? À la contrebande. Quant au sucre, le pays avait besoin de 20 millions de tonnes. On en avait importé 35. Donc, 15 ont été reversés à la contrebande ou tout simplement des importations fictives. Pour le poisson, le pays avait besoin de 11 millions de tonnes. On en a importé 24 millions. Et donc, 13 ont choisi le chemin de la contrebande. Monseigneur, ces contrebandiers sont ici dans la salle. Ces affameurs devraient être jugés. Un chef d'État qui prétend gouverner un peuple de cette manière-là, c'est un apatride. Lui et les siens feraient mieux de le savoir et nous foutre la paix. Car une sécurité alimentaire minimale pour son peuple est une obligation d'État. Mobutu ne sait pas le faire, qu'il change de métier. Mon parti Assod n'est pas pour le partage de pouvoir avec un chef qui a perdu la guerre du ventre. Nous ne savons qu'en faire. Assod est pour tout simplement l'alternance. On nous a parlé ici d'un bilan qui serait globalement négatif. On sait très bien, pourtant, que ce bilan se termine par le vol hyperbolique, l'hyperinflation, la famine, les maladies, la mort. Les 27 ans de Mobutu sont sataniques. C'est une malédiction à notre peuple. Le ciel lui-même n'y croit plus. Ses amis du partage, ses amis de partage à l'Occident ne peuvent plus rien pour lui, malgré leurs multiples assurances. Monseigneur, voilà encore une horreur, un crime contre l'humanité. Le procureur général de la République, que je salue ici au passage, devrait déjà apprêter l'échafaud. Pour châtier tous ces délinquants. La mainmise étrangère, surtout notre tissu industriel et commercial, installe dans le pays une menace permanente devant un choix déchirant, se soumettre à l'étranger
ou mourir. La liste de la production minière est depuis 27 ans tenue secrète. On déclare juste quelques minéraux, le cuivre, le cobalt, le zinc, et encore seulement l'or brut. Or, on sait que ce brut raffiné en sous-traitance génère des sous-produits. L'exploitation du pétrole brut subit le même sort. L'ampleur de cette répression sur notre production fait dire que $1 milliard encaissés par notre banque centrale pour l'ensemble de nos exportations annuelles n'est que de l'argent des poches des milliardaires. Nos pertes annuelles se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Oui, des centaines pour non-facturation de dizaines de sous-produits dérivés, non seulement du cuivre, mais tant d'autres produits miniers de base. La spoliation dont notre pays a été victime de 60 à 92 est inimaginable. Chaque jour, notre pays est frappé pour le cuivre, pour le pétrole brut, pour le cobalt, pour le diamant, pour l'or, pour le café, pour le bois, pour le cacao et même pour l'électricité. Mobutu doit nous dire ce qu'il a fait de toutes ces richesses. Voilà encore une fois, mon Seigneur. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien de kilomètres de routes, de maisons, de milliers d'hectares de cultures pérennes et vivrières n'aurait-on pas financé si ces milliards de dollars étaient entrés dans le trésor public? Ils siègent avec nous dans la salle, ces criminels. Qui ont participé activement à ces hold-up quotidiens sans qu'ils n'aient jamais été inquiétés, ni poursuivis, ni traduits en justice devant les cours et tribunaux. Quelle tragédie! Monseigneur, honorable Assemblée, on ne peut clôturer ce regard sur notre économie sans soulever la plus haute trahison dont notre peuple a été victime dans ce domaine. Il s'agit, vous en doutez, du contentieux belgo-congolais et sa liquidation unilatérale et insensée le 30 juin 1966 par Mobutu. Au cours de la conférence de la table ronde de Bruxelles en janvier 60, le président Kasavubu, un homme politique lucide et responsable, proposa que la table ronde se transformât en constituante. Les tenants du pacte esclavagiste ont tout fait pour qu'il ne fût pas ainsi. Et le rendez-vous raté sera préjudiciable aux intérêts vitaux de notre pays jusqu'à ce jour. Nous supposons que ceux qui étaient à la table ronde oseront et daigneront faire un témoignage en sa faveur. En effet, au cours du mois de mai 1960, à quelques jours de l'accession de notre pays à l'indépendance, la puissance conquérante de notre pays opéra un hold-up d'État. La Belgique a pris des lois spoliant tout simplement le noyau dur de notre patrimoine. C'est ainsi que naîtra le contentieux belgo-congolais. Au dire de nombreux spécialistes de droit, le processus de séparation entre les deux États a conduit le 30 juin 60 à un vide juridique par suite de l'absence de convention internationale générale organisant la succession d'États, et donc le transfert des droits et obligations entre l'État belge et sa colonie, tel qu'il a été fait en 1907 par le traité de cession entre le roi souverain de l'État indépendant du Congo
et le Royaume de Belgique. Le préjudice causé à notre pays par cet hold-up est incommensurable. Alors, par ici, maintenant, je vais citer de gros chiffres, si vous voulez bien noter. Au titre d'hold-up, opéré par la Belgique entre le 1er mai et le 30 juin 1960, elle a confisqué notre patrimoine financier qui équivalait à 1,444 millions de dollars américains. Je répète bien, 1,144 millions de dollars américains au 30 juin 60. En calculant le manque à gagner que nous a occasionné pendant 32 ans, et avec une marge dérisoire de 20% l'an, et en lui imposant des intérêts moratoires de 5%, l'État belge doit à notre pays le montant exact. Alors c'est un calcul exact de 1 655 milliards et 610 millions de dollars américains. La Belgique nous doit, au titre du contentieux, pour son vol du 30 juin 60, elle nous doit 1 655 milliards 610 millions de dollars américains, répartis de la manière suivante. Premièrement, le portefeuille de l'État indépendant du Congo et du Congo belge pour 567 milliards 69 millions de dollars américains. 2. Les recettes fiscales perçues pour le compte de l'État indépendant du Congo et du Congo belge, non reversées au 30 juin 60. 362 milliards 210 millions de dollars américains. 3. Les recettes douanières encaissées en vert pour le compte de l'État indépendant du Congo et du Congo belge, non rétrocédées au 30 juin 60 pour 468 milliards 763 millions de dollars américains. Et enfin, la dette de l'État belge envers l'État indépendant du Congo et du Congo belge, non remboursée au 30 juin 60 pour 297 milliards 568 millions de dollars américains. Monseigneur, à ce prix-là, qui aide qui? Qui assiste qui? Qui est colonie de qui? Au lieu de défendre nos intérêts, Mobutu et les lascars qui l'accompagnent ont choisi la trahison. Monseigneur, c'est triste, mais disons que ce jour est un jour de gloire. Notre peuple doit savoir qu'il a beaucoup d'argent. Il lui suffit simplement de se battre et de le récupérer. Nous disons à la Belgique et à ses partenaires de la CE que ce qu'elle doit à notre peuple sera récupéré par toute voie de droit, quel qu'en soit le prix qu'il faut payer, y compris le sacrifice suprême. Monseigneur, honorable Assemblée, au plan social, la corruption est devenue l'institution la plus importante du pays. On vend tout, même un chemin de fer. Et l'idéologie de ces gens, vous la connaissez. Miso Makasi, c'est ça.
le moboutisme. Oui, Misoga, 1665 milliards de dollars américains. Misoga, ils ont reçu quelques miettes. Je vais vous donner ces détails. La corruption et le sous-développement sont des composants du même processus. La première est au centre du système, mise en place pour consolider la base économique d'un individu, stabiliser son pouvoir, distribuer des miettes, donner aux masses le minimum pour survivre. L'exemple crasse des 9 premiers riches de ce pays, répertoriés par le bureau d'investigation le plus compétent au monde que nous avons consulté, est ahurissant. Hormis les 23 milliards de dollars américains de Mobutu que j'ai déjà annoncé, répartis sur 8 banques américaines, les 9, y compris lui maintenant, mais leur fortune dans les banques d'Europe se chiffre à 70 milliards 253 millions de dollars américains. Donc, voyez-vous, continuez. Continuez votre exposé. Avancez, s'il vous plaît. J'ai bien dit que hormis, donc en Suisse, de ces 23 milliards de dollars américains de Mobutu que j'ai déjà annoncé depuis plusieurs mois, répartis dans 8 banques américaines, le groupe de 9 premiers, dans lequel évidemment il se retrouve, leur fortune dans les banques d'Europe est de 70 milliards 253 millions de dollars américains, dont le moins fortuné parmi eux